Allez, donc on va voir quelques problèmes de transport et de flow, et ça vous aidera à avoir une vision un peu plus éclairée euh, de ce qui peut se passer lorsque vous prenez les transports en commun. Alors, on a vu tout un tas de problèmes de modélisation. Donc on a vu deux outils essentiellement, on a vu la théorie des graphes et on a vu la programmation linéaire, qui nous permettent de modéliser des problèmes qui sont de nature un peu différente. Les problèmes de graphes, jusqu'à présent, c'était des problèmes d'accessibilité, de distance, de calcul de plus court chemin, de choses comme ça. Euh, les problèmes de programmation linéaire, essentiellement, ce qu'on a vu, hein, il y a plus de choses que ça, mais ce qu'on a vu, c'était plus des problèmes de production. Quelle est la quantité de produits que je peux réaliser tout en respectant les contraintes de stock que je possède. Mais il y a d'autres problèmes qui peuvent être importants, qui sont liés en fait à la gestion des flux. Alors concrètement, imaginez, vous avez un circuit des canalisations, vous avez un liquide dedans qui passe, eh bien, quelle est la quantité maximum de ce fluide que vous pouvez faire passer dans vos canalisations, sachant qu'un tuyau, à un instant donné, ne peut faire passer qu'une certaine quantité de liquide. Et que vous avez un réseau avec des quantités de liquide qui sont diverses et variées. Avec des tuyaux qui permettent de faire passer une quantité de liquide variable. Donc par exemple, vous pouvez avoir un tuyau qui vous permet d'avoir 1 litre à l'heure, et puis un autre tuyau qui vous permet de faire passer 10 litres à l'heure. Alors, ça, c'est les problèmes qu'on peut modéliser par des flots, d'accord. Et ils permettent de modéliser tout un tas de problèmes avec tout ce qui est lié à la distribution d'eau dans un réseau, ça c'est évident, du pétrole, des choses comme ça. Mais étonnamment aussi des problèmes un peu plus humains et concrets, comme les systèmes de transport en commun. D'accord. Quand vous prenez le RER, les passagers vont être assimilés à un flux, d'accord, parce que il y a des passagers qui arrivent, il y a des passagers qui sortent du réseau, et on va considérer les passagers comme un liquide en fait. C'est quelque chose qui passe. Et à un instant donné, bah, vous avez vos transports en commun qui viennent prendre des usagers, qui les emmènent à une autre station pour les faire sortir du réseau. Et la quantité de passagers qui peut passer à un instant donné sur une ligne, elle dépend de la taille des rames. Et voilà. D'accord. Donc c'est vraiment des problèmes extrêmement concrets. Et on va voir donc comment les modéliser. Et puis surtout, on va voir un petit algorithme qui est très sympa, qui illustre le lien entre la théorie des flots et ce problème. Voilà. Alors, tout d'abord, on va parler d'un réseau de transport. Donc, un réseau de transport, c'est un graphe orienté et pondéré. Alors, pondéré par une valeur qui est la capacité maximum de l'arc. D'accord. Alors là, vous excusez, hein, mon graphe, comme d'habitude, il y a eu un petit souci quand j'ai recompilé. Mais là, vous voyez, vous avez un arc qui a une valeur de 12, c'est-à-dire que sa capacité de transport à un instant donné, c'est 12. On va pouvoir faire passer un flot, un flux de 10 entre le sommet 4 et le sommet 5. Et en plus de ça, on a deux arcs particuliers, deux sommets particuliers, pardon, qui sont le sommet S et le sommet T, qui représentent une source et un puits. La source produit autant de flux qu'on le souhaite. Le puits absorbe le flux. Concrètement, c'est l'entrée et la sortie. Et on a des valeurs infinies. On peut avoir une valeur infinie qui rentre sur le réseau et on peut avoir une valeur infinie qui en sort. Voilà. Donc, évidemment, hein, on simplifie les choses. Notre graphe est connexe. Et pour tout sommet du graphe, on sait qu'il se trouve sur un chemin, peut-être pas le plus court, mais sur un chemin qui va relier S à T. D'accord. Ça, c'est une supposition qu'on fait.
Donc ça, c'est votre réseau de transport. La question qui va nous intéresser, ça va être de savoir quelle est la quantité maximum de flot qu'on peut faire passer sur notre réseau. D'accord? Par exemple, est-ce que si je fais passer 4, est-ce que ça passe? Bah, je pourrais utiliser 4 sur 16, puis 4 sur 12, puis 4 sur 20. Donc vous voyez que je peux facilement faire passer un flot d'une valeur de 4. Maintenant, si je veux faire passer un flot d'une valeur de 15, est-ce que je peux? Ah, 15 sur 16, ça passe, mais 15 sur 12, ça ne passe pas. Mais on peut faire passer 12, et donc 12 ici, et on va voir le reste, c'est-à-dire 3, qui peut passer par ici, par là et par là. Donc vous voyez que le flow, hein, ça va vraiment utiliser tout votre réseau de transport, et on va pouvoir potentiellement arriver à des solutions qui ne sont pas triviales. Alors un flow, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction qui, lorsqu'on l'applique sur un réseau de transport, va associer à chaque arc une valeur, et cette valeur, elle doit respecter les 3 propriétés suivantes. Le flot qui passe sur un arc doit être inférieur ou égal à sa capacité. Si la capacité maximum d'un arc, c'est 12, alors le flot sur cet arc ne peut pas dépasser 12. D'accord? On a une option de une propriété de symétrie. D'accord? Donc pour tout couple de sommets UV, dire qu'on a un flot qui va de U à V, ça revient à dire qu'on a un flot négatif de même valeur de V à U. Et on a surtout, c'est cette propriété-là qui est essentielle, qui est la propriété de conservation du flot. Pour tout sommet autre que la source et le puits, la somme des flots entrants est égale à la somme des flots sortants. C'est-à-dire qu'il y a autant qui rentrent qu'il y en a qui sortent. On n'a pas de création de flux et on n'a pas de disparition spontanée de flux. Tout ce qui rentre sur un sommet doit sortir. Et donc ça implique quoi? Que si vous ne pouvez pas faire sortir un flux, alors il ne peut pas rentrer. Un exemple de flot. Donc j'ai associé sur les capacités des arcs un flot et je vous ai montré sa valeur. Donc de S, on a 11 qui sort sur le premier arc, donc 11 sur 16, la capacité c'est 16. Et sur le deuxième arc, qui va de S à 2, on a un flot de 8 sur les 13 de capacité. Pour le sommet 2, vous voyez qu'il y a 8 qui rentrent. Donc, normalement, on doit avoir 8 qui ressort. Si vous regardez, ce n'est pas le seul arc qui permet de rentrer dans le sommet 2. Dans le sommet 2, on a quoi? On a aussi l'arc 4,2 qui nous permet d'ajouter un flot de 0. Donc ça ne change rien. Mais depuis le sommet 5 vers le sommet 2, on peut augmenter de 4. Vous voyez, on a un flot qui arrive. Donc 8 plus 4 égale 12. Et combien de flots sortants on a du sommet 2? On a 12. On a 11 qui sort sur l'arc 2, 3 et 1 qui sort sur l'arc 2, 4. Et vous pouvez regarder comme ça, sur chaque sommet à part la source et le puits, la somme de ce qui rentre est égale à la somme de ce qui sort. Par exemple, pour le sommet 4, on a 11 plus 1 qui rentre, et on a 12 qui sort, etc., etc., etc. Alors, un flot réalisable, c'est un flot qui respecte nos propriétés. D'accord? Donc sur la gauche, c'est le flot que je vous ai montré, qui est réalisable. Et là, ici, vous avez un flot qui est non réalisable. Car la capacité de cet arc n'est pas respectée. On n'a pas le droit de faire passer un flux plus important que la capacité de l'arc. Donc 15 sur 12 implique que ça ne passe pas. Donc ce flot-là n'est pas réalisable.
Alors, quand on a deux arcs en sens inverse, entre deux sommets, d'accord? Bah, ça revient en fait à simplifier, on peut tout à fait simplifier le flot qui passe sur l'un des deux arcs. En effet, si on a 11 qui va de A à B et un flot de 4 qui va de B à A, bah finalement, pour simplifier, ça revient au même que de dire qu'on a un flot de 7 qui va de A à B et un flot de 0 qui va de B à A. Ça revient strictement au même. En termes de quantité de flot qui va pouvoir entrer ou sortir. D'accord? Lorsqu'on a un flot qui atteint la capacité de l'arc, alors on va dire que cet arc, il est saturé. Et ça, c'est important parce que quand on va chercher à déterminer un flot maximum, on va chercher le plus possible à saturer certains arcs. Et la valeur d'un flot, c'est la somme des flots sortant du sommet S, ou, de manière donc équivalente, c'est la somme des flots qui entrent dans le sommet T. C'est la même chose. Vu qu'on a la propriété de conservation du flot, tout ce qui rentre doit pouvoir sortir. Donc tout ce qui sort de S, c'est égal à ce qui rentre dans T. Donc si on revient sur ce flot-là, regardez, ici j'ai combien qui sort de S? J'ai 11 plus 8, ça me fait 19. Combien est-ce que j'ai qui arrive dans T? J'ai 15 plus 4, ça me fait 19. Voilà. Alors, on peut considérer une coupe, d'accord, d'un flot, enfin d'un réseau de transport. Une coupe, c'est juste, on va séparer les sommets en deux ensembles. D'accord? A et B. Et on aura d'un côté la source et de l'autre le puits. Alors vous séparez les sommets comme vous voulez. Hein. D'accord? Du moment, c'est comme si vous coupiez au couteau à un endroit. D'accord? Donc vous coupez au couteau. Vous pouvez couper comme ça. Vous pouvez couper comme ça. D'accord? Ou vous pouvez... Voilà. Mais vous êtes obligé d'avoir S d'un côté et T de l'autre. Alors la capacité d'une coupe, c'est la somme des capacités des arcs qui vont du premier ensemble vers le deuxième. Donc là, on a 12 qui va de 4 en 5 et 14 qui va de 2 en 3. Donc la valeur, la capacité de la coupe, c'est 26. Alors bien sûr, il y a des arcs qui peuvent revenir, mais là, la question qu'on se posait, c'est de combien on peut envoyer de l'un vers l'autre. La valeur du flot net, c'est l'étape d'après justement, c'est la quantité qui va de l'un à l'autre moins la quantité qui va de l'autre vers le premier. Donc là, on a 12 de flots qui passent, on a 11 de flots qui passent, donc on a 12 plus 11, et on a 4 qui revient, donc on enlève 4. Donc la capacité, le flot net, d'accord, ça va être 12 plus 11 moins 4, est égal à 19. C'est intéressant, parce que, regardez, si on avait fait la coupe qui contenait uniquement le sommet T, quelle aurait été la valeur du flot net? La valeur du flot net aurait été égale à 19. 15 plus 4. Si on avait coupé ici, 11 plus 8, 19. Vous voyez le schéma? Voilà. Alors, premier théorème, c'est que pour tout flot, d'accord, pour toute fonction de flot qu'on va considérer, et pour toute coupe AB, on a la valeur du flot qui est inférieure ou égale
à la capacité de la coupe. Et une coupe AB, elle va être dite minimale pour un flot si tous les arcs qui vont de A vers B sont saturés et si aucun arc de B vers A n'est saturé. Alors saturé, ça veut dire qu'il atteint, je vous rappelle, la capacité maximum. Ah, excusez-moi un instant. Excusez-moi, j'entendais discuter, il y a quelqu'un qui est venu voir le petit. Alors, je vous disais, la coupe min pour un flow F. Excusez-moi, ça m'a coupé complètement. Donc j'étais sur la coupe minimale, et je vous disais qu'on avait une coupe minimale si tous les arcs qui vont de A vers B sont saturés, et si aucun arc de B vers A n'est saturé. Et alors, moi, ce que je vous dis, avec ce théorème-là qui est important, c'est s'il existe une coupe minimale pour un flot F, alors ce flot est maximum. Ma question est, que pouvez-vous déduire du flot sur ce graphe-là? S'agit-il d'un flot maximum ou pas? Oui, si on coupe sur 12-12, 7-7 et 4-4. Alors, 12-12, on coupe ici? Oui, sur 12-12. Ouais. Puis 0-9. Puis 7-7. Puis 4-4. Schlack, comme ça. Tu veux faire comme ça? Ouais, comme ça. Alors, donc, effectivement, tous les arcs qui vont de la gauche vers la droite, celui-là, sont saturés. Celui-là, il va dans l'autre sens, on s'en fout. Celui-là, il va de l'ensemble gauche, il est saturé. Celui-là, il va de l'ensemble gauche, il est saturé. Et par contre, celui-là n'est pas saturé. Donc effectivement, là, le flot qu'on a trouvé est un flot maximum. Bon. Alors, à partir de là, faut savoir que c'est assez trivial donc, de trouver un flot qui est réalisable. D'accord? Parce que il suffit de mettre 0 sur toutes les capacités des arcs. Nous, ce qui nous intéresse, évidemment, c'est de trouver ce qu'on avait là. Ce truc-là, c'est-à-dire un flot maximum. Quelle est la quantité maximum de flot qu'on peut faire passer dans notre réseau de transport? Alors pour ça, on va avoir un algorithme qui va utiliser la notion de graphe résiduel. Alors, étant donné un réseau de transport et un flot associé, le graphe résiduel, il correspond au graphe qui représente la quantité de flot qui peut être ajoutée ou retirée sur chaque arc. Donc on va récupérer le même ensemble de sommets, et pour chaque arc pour lequel le flot est inférieur ou égal à la capacité, on peut augmenter le flot de la capacité moins le flot. Et on peut diminuer le flot jusqu'à 0 aussi. Et donc, si on regarde cet arc-là, quelle est quel est le montant dont on peut augmenter le flot, indépendamment de la propriété de conservation. On peut augmenter le flot ici de 4. D'accord? Parce que la capacité moins le flot qui passe actuellement, ça nous donne 4. Et donc, potentiellement, on pourrait peut-être augmenter le flot qui passe sur cet arc de 4. Et donc, on va construire un graphe comme ça, avec les mêmes sommets. Et pour chacun des arcs, on va juste noter la valeur dont on pourrait augmenter
le flot sur cet arc. Et alors, une fois qu'on a ce graphe résiduel, eh bien, il va nous suffire, en fait, de trouver un chemin augmentant. C'est-à-dire un chemin, n'importe lequel, qui va de S en T. Parce que s'il existe un chemin qui va de S à T, ça veut dire qu'il existe une succession d'arcs qui ne sont pas saturés. Et que donc, sur cet ensemble d'arcs, on va pouvoir augmenter la valeur du flot. Et la valeur du flot, de combien on va pouvoir l'augmenter? Eh bien, on va pouvoir l'augmenter de la capacité résiduelle minimum présente sur le chemin. Alors là, vous avez un exemple de flot. D'accord? J'ai repris notre graphe de fil conducteur. Le graphe résiduel qui est associé. Vous voyez que de S à 4, on peut augmenter de 4. D'accord? 12 plus 4 égale 16. Vous voyez que cet arc-là, il n'est pas utilisé pour le moment. Il n'y a pas de flot qui passe dessus. Donc on pourrait augmenter le flot de 10. Celui-là, on pourrait l'augmenter de 6, etc., etc., etc. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'il existe un chemin qui va de S à T? Alors bon, ça c'est l'algo que je vous disais, c'est on a un flot, éventuellement nul, on calcule le graphe résiduel, et dans le graphe résiduel, on essaie de trouver un chemin. S'il existe un chemin, on va augmenter la valeur du flot sur ce chemin de la valeur de l'arc minimum. Juste monsieur, l'arc de 5 à 4, il est normal? L'arc de 5 à 4. Le graphe résiduel. Oui, parce que ça, comme tu satures, là, on indique qu'on peut diminuer la valeur du flot. Ok. D'accord? En fait, le graphe résiduel modélise la capacité de changement, en fait. D'accord? Donc là, on pourrait avoir un... C'est juste que quand tu as la capacité, tu as la saturation, ça revient à dire que tu as l'arc qui va dans l'autre sens. D'accord? C'est la propriété que je vous ai donnée. Alors je suis désolé, je suis allé très vite dessus. C'est parce que on a très peu de temps pour faire la théorie des flots. D'accord? Mais c'est une capacité qui est là et qui explique que le graphe résiduel est celui-ci. De toute façon, les règles, je vous les ai données et vous pouvez les appliquer. Elles sont où? Voilà, c'est ça. Tu vois, pour chaque arc, tu peux augmenter le flot de C UV moins F UV et tu peux diminuer le flot, ce qui revient à faire passer un flot moins F de UV sur un arc VU. Voilà. Alors, là-dessus, eh ben, l'algorithme de Farnsworth-Fulkerson, voilà comment on va le faire. On a notre réseau de transport. On va initialiser avec un flot qui est nul. Sur ce flot qui est nul, on va calculer le graphe résiduel, qui revient à la première étape à notre réseau de transport initial. Là-dessus, on va trouver un chemin, donc qui va de S à T, et pas forcément le plus court chemin ou le plus long ou quoi que ce soit. Un chemin, celui que vous voulez. Donc de S, je vais en 4, je vais en 5, je vais en T. Et donc, on a le chemin S4,5T, et de combien je peux augmenter le flot sur ce chemin-là? Bah, si on autorise, si on respecte la conservation du flot, si je fais passer plus que 12, je vais être obligé d'enlever du flux par des arcs externes. Et nous, ce qu'on veut, c'est uniquement augmenter sur notre chemin. Donc, on est obligé d'augmenter, on ne peut pas augmenter plus que la valeur de l'arc minimum. Là, on a 16, on a 12, on a 20, le minimum c'est 12, donc on va augmenter de 12 sur ce chemin-là.
Ça nous donne ce flot-là. Donc on est passé de 0 partout à 12 ici. Et bien à partir de là, on recommence. On va recalculer le graphe résiduel. Donc il y a toujours cette histoire d'arc qui retourne. Et là, tu vois, Steven, j'ai rajouté bien les arcs dans l'autre sens pour dire qu'on peut diminuer le flot. D'accord? Yes. Voilà. Donc, dans le sens initial de l'arc, c'est de combien tu peux l'augmenter. Dans le sens opposé, c'est de combien tu peux le diminuer. Faut pas oublier ces arcs-là parce que peut-être que ça pourrait produire un chemin un peu bizarre, tu vois. Et donc là, dans ce graphe résiduel, on recherche un autre chemin qui va aller de S à T. Et alors là, j'ai pris S, 2, 3, 5, T. Comme ça, c'est arbitraire. Mais c'est un chemin. L'arc de poids minimum dessus, il vaut 7. Tac, 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 tac. Donc on augmente le flot sur ce chemin-là de 7. On revient dans notre graphe, dans notre flot, et donc on augmente 7, 7, 7 et 7. Il y avait déjà 12 qui passaient par cet arc-là, on l'a augmenté de 7, donc ça nous fait 19. Et on recommence. Et donc là, dans ce graphe-là, encore une fois, dans ce graphe résiduel, on va rechercher un chemin. Et vous voyez que les choses évoluent. Parce qu'avant, on avait 7 qui pouvaient aller dans ce sens-là, et maintenant, de 3, on ne peut plus aller au sommet 5. Alors, il existe encore un chemin qui va de S à T en passant par 2 et 3. Et là, la valeur minimum, c'est 4. D'accord? 6, 7 et 4. Donc, j'augmente de 4. Et on obtient le flot suivant. On recalcule notre graphe résiduel. Et là, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on n'a plus aucun moyen d'atteindre le sommet T depuis le sommet S. Ça veut dire qu'on ne peut plus augmenter le flot. Si on ne peut plus augmenter le flot, ça veut dire qu'on est arrivé à un flot maximum. 19 plus 4 ici. Vous voyez? Et donc ça, moi c'est un algo que je trouve super intéressant parce que on a un graphe avec, un réseau de transport sur lequel on associe un flot. On va à chaque étape calculer un graphe intermédiaire. Dans ce graphe intermédiaire qui est le graphe résiduel, on va calculer un chemin, d'accord, celui que vous voulez. Et à partir de là, ça nous permet d'augmenter le flot. Et on recommence d'étape en étape. Alors ça se code assez facilement et c'est assez sympa. Voilà. Et je pense qu'on n'aura pas trop le... Si, allez. Je vais vous donner un exemple d'application et je vais aller très vite. Alors un couplage dans un graphe, c'est un ensemble d'arêtes tels qu'ils ne possèdent pas d'extrémité en commun. D'accord? Et un couplage est dit maximal, au sens de l'inclusion, si on ne peut pas ajouter d'arêtes dans le couplage. C'est-à-dire qu'on a un graphe avec des arêtes, et on va essayer de calculer le couplage maximum, c'est-à-dire un ensemble d'arêtes telles qu'elles n'ont pas d'extrémité en commun. Alors un exemple typique, c'est vous êtes dans un site de rencontre. Vous avez ici un groupe, par exemple, pour être classique, on va dire les hommes, de l'autre côté vous avez les femmes, et vous souhaitez maximiser le nombre de couples que vous allez pouvoir réaliser. Et les arêtes représentent les affinités entre les différents membres voilà. Alors, pour cela, on peut utiliser des algos de graphes classiques, mais on peut aussi utiliser, transformer notre graphe en un réseau de transport. On va ajouter une source qu'on va relier à tous les sommets du premier ensemble, une destination appui qu'on va relier à tous les sommets du deuxième ensemble, et on va orienter tous les arcs de S vers T. On va mettre un poids de 1 sur chacune des arêtes, d'accord, qui va être la capacité maximum de notre flot, et à partir de là, on va lancer un algorithme de flot maximum. Et vous voyez qu'en faisant passer 1 ici,
La capacité maximum de l'arc ici, c'est 1. Donc tac et tac. Et regardez les arêtes qu'on va sélectionner en rouge. Eh bien, l'ensemble est bien disjoint. C'est-à-dire qu'on n'a aucune arête avec une extrémité qui possède une extrémité commune avec une autre arête. C'est vraiment des ensembles disjoints. Donc ça nous permet de dire l'individu numéro 11, on va le mettre en couple avec l'individu numéro 1. L'individu numéro 6, on va le mettre en couple avec l'individu 0. Et donc ça vous permet clairement de créer, de générer un nombre de couples qui est maximum, étant donné les liens d'affinité qui peuvent exister entre les couples. Dans la solution finale, on enlève notre source et notre puits, et puis on aura nos arcs, enfin nos arêtes, qui seront conservées, on a nos couples. Voilà. Alors, je suis allé extrêmement vite, parce que je voulais absolument vous faire les flots, parce que je trouve que c'est intéressant. Je ne sais pas si on aura le temps de revoir ensemble l'algorithme de Ford-Fulkerson, enfin des graphes résiduels. Mais bon, au moins pour votre culture générale, je pensais que c'était important.